Bonjour tout le monde, Eh on ben, est très content de vous retrouver aujourd'hui avec Charlie et avec Jonathan. On va parler de la micro-entreprise et surtout de la bascule entre je suis auto-entrepreneur, je suis en micro-entreprise, je dépasse potentiellement les seuils, enfin je ne vais pas trop teaser, mais l'idée c'est de se dire voilà comment est-ce que je fais quand j'ai envie de passer le cap du changement de statut. On peut peut-être commencer par se présenter et c'est pour ça que je vais vous laisser Charlie et Jonathan, ou Jonathan et Charlie. Vous voyez, moi, j'ai pas de priorité. Savoir un peu comment, si vous voulez, vous présenter. Et on va commencer tranquillement. super. J'y vais comme Bigger est à gauche et qu'on dit de gauche à Vas-y, droite. Allez, Allez, après tu prends la suite. Donc effectivement, moi je suis Charles Gaillard, je suis le fondateur de Bigger. Donc Bigger, en fait, c'est un service de mise en relation entre des consultants indépendants et des entreprises. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous accompagner effectivement dans vos objectifs professionnels et notamment dans la recherche de missions pour vous trouver des missions qui vraiment vous correspondent le mieux possible. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On est une vingtaine, on est basé à Paris. On a fait plus de 500 mises en relation réussies et puis on travaille sur toute la France et puis même un petit peu à l'étranger. On a une activité à l'étranger aussi. Donc voilà. Et donc on est ravis aujourd'hui effectivement de vous accueillir dans ce webinaire et d'accueillir notamment aussi Jonathan pour qu'il puisse voilà, partager son expertise sur ces sujets qui peuvent être un peu techniques. Bah, écoute, merci Charlie, merci à Bigger et merci à Bruno pour aussi l'animation. Donc moi, je suis Jonathan, je suis le fondateur d'Akazi. Akazi, c'est une solution qui permet d'automatiser la comptabilité pour les freelances et indépendants, quel que soit votre statut juridique. On est également basé à Paris, même si on a plusieurs personnes de l'équipe qui sont en région. On a une trentaine de personnes, on a à peu près 2000 utilisateurs aujourd'hui. On est créé depuis un peu plus de 5 ans maintenant et on a monté un outil qui permet réellement d'automatiser toute la comptabilité, de vous permettre de piloter en temps réel voilà, ce qui se passe dans votre boîte et également de vous accompagner sur la phase de création de société. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel nous, on a eu beaucoup de questions et donc on s'est mis d'accord aussi avec les équipes de Bigger que c'était aussi des sujets qui intéressaient des clients communs. Qui est que faire après une micro-entreprise. Et donc voilà, on va être là pour une petite heure pour parler de tout ça. c'est ça. Je vois déjà Alexandre qui nous a mis, et merci, quelque chose, un petit message dans le chat hyper détaillé sur en micro-entreprise depuis juillet 2022, son niveau de CA, sa spécialité et son niveau de charge, qui sont des éléments intéressants qui vont aider Jonathan euh, pour vous donner les bonnes explications. N'hésitez pas à faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé de préciser le montant exact de votre CA, c'est pas ce qu'on cherche particulièrement, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir des éléments pour vous renseigner. Je vois que Brad aussi nous répond et Monica. Pour le sommaire, c'est Jonathan qui va vous expliquer, puisque c'est vraiment sa spécialité, qu'il est expert comptable, donc il est vraiment habilité à vous donner les bonnes informations. On va parler de quand faut-il sortir du régime de la micro-entreprise, quelles sont bien évidemment les limites du statut, quelle est la forme juridique sociale adaptée à sa situation, donc quand on va faire le changement, comment ça se passe, et vers quel choix on peut se tourner, et enfin les modalités pour basculer. En sachant on voulait le rappeler avec Charlie, on n'est pas là pour vous faire un descriptif de chaque statut. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, sur lequel, si vous voulez avoir le détail de l'EURL, de la SASU, de l'EURL, on peut vous donner un lien pour un webinaire qu'on avait déjà organisé auparavant. Là, on est vraiment là pour parler de la bascule et du changement de statut. Donc, n'hésitez pas à nous mettre les petites informations dans le chat. Avec Paola, qui est en back-office là, et qui nous aide à l'animation, on va vous répondre. Et Jonathan, je vais te laisser la parole, mais avant ça, petit sondage. Paola, s'il te plaît, si tu peux nous faire popper euh, euh, le petit sondage à l'écran. Et l'idée, c'est de savoir quelles sont les raisons qui font que vous avez opté historiquement pour la micro-entreprise. Je vous laisse y répondre et ensuite Charlie, avant de donner la parole à Jonathan, va commenter les résultats. Et on a droit de tous y répondre, donc moi ça me fait toujours plaisir. Parce que je suis aussi passé par le statut de micro-entreprise à l'époque, pour passer ensuite en EURL. En tout cas, ce qu'on peut dire en attendant qu'effectivement tout le monde puisse voter, c'est que c'est un statut qui a quand même beaucoup d'avantages. C'est un statut voilà, qui est facile à mettre en place, qui permet d'avoir quand même vraiment une simplicité à la fois de mise en place, mais même de suivi, puisque toutes les déclarations sont assez simples à réaliser. Par contre, comme tout statut juridique, il n'est pas parfait. Il y a un certain nombre de limites. Et donc, c'est aussi ça qu'on va
discuter aujourd'hui et pour voir dans quelle mesure et à quel moment, ça peut être intéressant de basculer sur un autre statut. Donc là, effectivement, on vous a mis le sondage. On imagine que la plupart d'entre vous sont déjà en micro-entreprise, parce qu'effectivement, c'est le thème du jour, c'est de basculer de micro-entreprise vers un autre statut. Et comme tu l'as dit, il y a un autre webinaire. D'ailleurs, je crois que Paola a mis le lien voilà, sur le webinaire de comparaison de tous les statuts. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de la bascule de micro-entreprise à un autre statut. Alors, je vois un petit peu les réponses qui commencent à arriver. Ce qui, en tout cas, semble convaincre 60 des personnes, qui ont voté, c'est vraiment la simplicité administrative. Donc le fait que ce soit facile de créer sa micro-entreprise et puis ensuite de la piloter. Le deuxième plus fort taux, pardon, de réponse, c'est, de profiter, voilà, des régimes micro-fiscaux et micro-sociaux qui peuvent être avantageux. On verra qu'ils ne le sont pas systématiquement. Je pense que Jonathan pourra nous expliquer ça. Ça dépend un peu du niveau de charge qu'on peut avoir, notamment, mais effectivement, qui est en tout cas, très simple. Voilà, donc on a, c'est ça, 62 pour la simplicité administrative et puis, 25 en gros pour, le régime fiscal et social qui est associé à la micro-entreprise. C'est ça. Et du coup, on va commencer, suite à ce sondage, on va laisser la parole à Jonathan, qui va nous expliquer, pour reprendre le sommaire, quand faut-il vraiment sortir? Parce qu'on voyait qu'il y avait des commentaires sur le chat, par exemple, Alexandre qui dit j'ai un CA à 130K, j'ai des charges qui vont augmenter de 11 à 22%. Est-ce que c'est le moment de passer? Peut-être que ça peut être une bonne introduction pour savoir quand est-ce qu'il faut sortir du régime. Ouais, effectivement. Le régime de la micro-entreprise, souvent les gens ont en tête cette notion de dépassement de seuil. C'est assez clair au démarrage de dire, OK, en fait, en fonction de l'activité qu'on peut avoir, alors nous, chez Acasi, on a à peu près 2 tiers de nos clients qui sont des consultants et Bigger, a priori que des consultants. Donc, vous êtes concerné par ce seuil qui est aux alentours des 77 000 euros. Pour ceux qui sont sur une autre activité, ils ont un seuil plus élevé sur l'avance de marchandises du négoce, mais effectivement, tout le monde a en tête ce seuil aux alentours des 77 000 euros, qui est de dire, dès que je le dépasse, qu'est-ce que je fais? Et donc, souvent, les gens peuvent avoir tendance à attendre ce dépassement de seuil avant de se poser les questions, alors qu'en fait, il faut se poser la question généralement avant le dépassement du seuil. Et donc, aujourd'hui, si vous dépassez ce seuil, c'est la règle d'un point de vue légal, si vous dépassez ce seuil 2 années de suite, on a pas mal de clients qui nous disent « je vais la dépasser cette année, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Je ne veux pas changer automatiquement de statut ». C'est 2 années de suite le dépassement. Donc, vous pouvez 2 années, typiquement, faire 130 000 euros avant de dépasser. Ce n'est pas le seuil lié à la TVA, qui est beaucoup plus bas, aux alentours des 35 000 euros, et qui, lui, pour le coup, est automatique. Dès que vous dépassez un mois au prorata du chiffre d'affaires de l'année, vous devez facturer la TVA. Mais J'ai sur ce seuil-là, une première question. Est-ce que le franchissement du seuil, c'est donc la 3e année, qui entraîne le fait de basculer en entreprise individuelle? ouais, c'est ça, c'est par année civile. Et donc, effectivement, et au 1er janvier de la 2e année de dépassement, donc effectivement, au début de la 3e année, automatiquement, ce qui se passe, c'est que le micro-entrepreneur, qui est, petit rappel, la micro-entreprise, c'est un sous-régime de l'entreprise individuelle. Le statut juridique de la micro-entreprise n'existe pas, c'est l'entreprise individuelle ou l'entrepreneur individuel qui a opté pour 2 régimes spécifiques, régime micro-fiscal, régime micro-social. Et donc, c'est ce qu'on appelle la micro-entreprise. Et donc, quand on sort de ce statut de micro, qu'on a dépassé pendant 2 ans le seuil, on bascule automatiquement sous le statut ce qu'on appelle d'entrepreneur individuel. Ça, c'est le cas obligatoire et c'est la règle. Voilà. L'idée maintenant, c'est de voir, OK, en fonction des autres cas, est-ce que c'est pertinent ou pas de sortir de ce régime avant de dépasser les seuils, ou si on l'a dépassé une année, et c'est une très bonne question qui a été posée justement avec le chiffre d'affaires précis d'Alexandre, qui est quand on l'a dépassé une année, généralement c'est là où on se pose des questions. Pourquoi? Parce qu'après le dépassement d'une année, il n'y a plus le bénéfice de 50% de l'ACRE si vous avez pu en bénéficier. Et donc, en théorie, à ce niveau-là, c'est plus intéressant. Et donc, il ne faut pas forcément attendre les 2 années. On ne va pas revenir en détail sur les simplicités du régime, comment ça marche, les créations, etc. Ce n'est pas l'idée. On va plutôt regarder les limites de la micro-entreprise avec différents cas, avant de passer rapidement au statut qui s'offre aux indépendants et aux modalités, justement, pour faire le basculement. On a une petite question. Alors, je fais une petite incartade à la règle, mais parce que Brad nous a posé une question que je fais popper à l'écran. J'ai vu que le patrimoine personnel du micro-entrepreneur est désormais protégé. Qu'est-ce que cela implique concrètement SVP? Quelles sont les modalités?
Est-ce que peut-être Ouais. tu peux répondre très brièvement, John, à la question, qui est effectivement quelque chose de nouveau? Oui, 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 effectivement, une des grosses problématiques qu'il y avait du régime de l'entreprise individuelle, hein, pas du micro-entrepreneur. Encore une fois, c'est le régime de l'entreprise individuelle, c'était qu'on était en nom propre. Par rapport au régime sociétal, donc on est en société, donc tout ce qui est URL, SARL, SASU, SAS, c'était la séparation des patrimoines, et donc sur les prises de risque. Et donc ça permettait d'isoler le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Si vous êtes consultant, et je sais pas, vous faites par exemple, consultant développeur et vous écrasez la base de données de votre client qui est la Société Générale, pas certain que votre assurance vous couvre à hauteur des dommages que ça peut représenter. Et donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les risques de condamnation sur votre patrimoine personnel. Donc, on pouvait avoir des entrepreneurs individuels qui pouvaient se retrouver à avoir des biens saisis. Alors, la résidence principale, pendant longtemps, elle était protégée, mais il fallait faire une déclaration. Maintenant, depuis l'année 2022, il y a eu tout un mécanisme qui fait que c'est automatique. À partir du moment où vous êtes entrepreneur individuel, vous avez une protection de votre patrimoine personnel, dans le sens où il n'y a plus vraiment de distinction entre entreprise individuelle et société là-dessus. Par contre, ça n'empêche pas qu'en cas de faute grave ou malversation ou fraude ou autre, quoi que ce soit, que les juges, ou en tout cas les fournisseurs ou les créanciers, donc ceux à qui vous devez de l'argent, aillent chercher votre responsabilité personnelle là où il y a du cash. C'est des gros enjeux de procédure Et là, collective. c'est une faute de gestion. C'est en cas de faute de gestion. Exactement, ouais, C'est ça. ouais, bien sûr. Une autre question qu'on nous a posée sur le chat, qui parlait des seuils, puisqu'on vient juste d'aborder, c'est: et si on a un CA de 80, 70 Ouais. et 77, est-ce qu'on peut continuer en auto-entreprise? Ouais, c'est effectivement jouer sur les seuils. Pas mal de clients qui s'amusent à jouer sur les seuils, enfin qui jouent sur les seuils, et donc qui freinent volontairement des facturations, stop d'émissions, passer de 80, 70, 77 ou autre. C'est 2 années consécutives, le dépassement de seuil. Par contre, clairement, en théorie, c'est pas du tout stratégique d'un point de vue optimisation fiscale et sociale, et on va en parler juste après dans les limites de la Exactement. micro-entreprise. Allez, on repart sur le. Alors, j'en profite aussi parce qu'on est sur le sujet. Jonathan, on est d'accord que c'est du chiffre d'affaires encaissé, puisque là, on est Oui, on n'est pas dans de l'engagé, on est dans une comptabilité oui, trésorerie, donc recettes, dépenses. Et donc, en fait, exactement. le décalage du paiement d'une facture peut aussi contribuer à rester sous le seuil. Après, est-ce que c'est Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ce que, c'est ce que les gens essayent de faire généralement vers le mois de décembre, ouais, en appelant exactement. les clients et en disant ne nous payez pas, s'il vous plaît. C'est rare, hein, généralement, quand on est freelance indépendant, on est plutôt dans le. C'est Dans mieux quand même de récupérer le l'inverse. cash plus vite. Mais là, c'est généralement les cas où les gens font en sorte de décaler effectivement l'encaissement. Donc, c'est le chiffre d'affaires encaissé. Mmh. Tout le chiffre d'affaires encaissé, hyper important. Si vous avez des commissions qui sont versées, enfin, que des commissions qui sont versées, c'est-à-dire que vous payez des commissions pour X raisons, je ne sais pas, vous avez des sous-traitants ou des choses comme ça ne rentre pas en déduction. C'est tout l'inconvénient de la micro-entreprise, c'est tout le chiffre d'affaires encaissé, chiffre d'affaires hors taxe, effectivement, si vous êtes assujetti à la TVA. Voilà, c'était pour répondre aussi à cette question-là. Ouais. Première limite de la micro-entreprise, et donc voilà, c'était le cas qui a été évoqué au tout début, qui a bien été compris. Quand on est prestataire de services consultant, le montant des cotisations sociales, sans l'ACRE, hein, par définition, c'est 22%. Donc, c'est 22% du chiffre d'affaires. Effectivement, régime très simple. OK, très bien. 22% du chiffre d'affaires. Et donc, ça, c'est les cotisations sociales. Vous avez à côté ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, donc on en reparle juste après sur le seuil du prélèvement libératoire. Mais tout le monde n'est pas éligible au prélèvement libératoire en micro-entreprise. Donc, si vous n'avez pas le prélèvement libératoire, vous avez ce qu'on appelle un abattement forfaitaire sur ce chiffre d'affaires. C'est le régime micro-fiscal hors prélèvement libératoire. Et ce régime, cet abattement-là, est de 34%. Alors, rapidement, je ne vous ai pas fait les calculs, mais je pense que vous comprenez un peu où je veux en venir. À partir du moment où vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires et que vous payez 22 000 euros de cotisation sociale, et que pour X raisons, vous avez des charges liées à votre activité, je ne sais pas, vous avez besoin de prendre un bureau, vous avez des frais de déplacement, vous devez faire de la publicité, vous devez inviter des gens au restaurant, vous avez un certain nombre de dépenses, et ça représente, je ne sais pas, 2000, 1500, 2000, 3000, je ne sais pas, c'est à vous de voir, ou vous avez notamment des sous-traitants ou autres, et que vous vous rendez compte qu'en fait, le différentiel des 12% du chiffre d'affaires, ce n'est pas exactement ça, parce qu'il y a un calcul un peu différent, mais c'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là où, en fait, ça devient, on va dire, en théorie, pertinent de se poser la question, de se dire, OK, est-ce que vraiment la micro-entreprise, c'est fait pour moi? Parce qu'à l'impôt sur le revenu, et donc quand vous êtes en micro-entreprise et à l'impôt sur le revenu, vous êtes imposé en totalité
sur le chiffre d'affaires après abattement de 34%. Donc, on ne tient pas compte des cotisations sociales que vous avez payées. Et vous allez payer plein pot, que le cash, vous le laissiez sur votre compte professionnel ou pas. C'est-à-dire, non, mais je mets de l'argent de côté parce que j'en ai pas besoin à titre perso. Peu importe, en termes d'impôt sur le revenu, vous allez payer la totalité de l'impôt sur tout ce que vous allez encaisser sur une année. Et donc, à partir du moment où vous avez des dépenses importantes, et ben là, en fait, limite de la micro-entreprise, ce n'est pas du tout ce qu'on appelle un régime réel qui tient compte uniquement du résultat ou uniquement de la rémunération que vous allez prendre sur une année. Vous êtes imposable en totalité. Donc, souvent, en tout cas, ce qu'on s'aperçoit et qu'on commence à faire des calculs, vous payez beaucoup plus d'impôts par rapport aux autres régimes. Et du coup, Jonathan, petite question aussi, est-ce qu'il y a une partie de ces frais qu'on peut donc pas, déduire, des frais réels, qu'on peut passer, justement sur le mécanisme de frais réels à l'impôt sur le revenu ou pas du tout? Alors non, pas du tout, parce qu'on n'est C'est pas pas du forfaitaire. tout sur la partie traitement et salaire. On est sur la partie, ce qu'on appelle BNC. revenu BIC-BNC, c'est micro-BIC, micro-BNC. Et donc, les 34% sont considérés comme des frais professionnels. C'est pour ça qu'il y a un abattement de 34%. Sauf que, effectivement, dedans, il y a 22% de cotisation sociale. Voilà. OK. Et donc, normalement, quand on fait le calcul, ça va assez vite. Au-delà du fait que dans tous les régimes réels, il y a des capacités, enfin, il y a des possibilités d'optimisation légales. Hein. On n'est pas là pour vous expliquer comment frauder, mais légales que vous ne pouvez pas bénéficier. Très clair. Donc ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, qui est en lien aussi avec ça, mais qui n'est pas forcément lié aux dépenses professionnelles élevées. Vous pouvez vous retrouver à avoir peu de dépenses professionnelles, mais pour X raisons, généralement, c'est les revenus fonciers. On parle de taux moyen d'imposition qui est élevé. Je fais une petite distinction entre le taux moyen d'imposition, impôt sur le revenu, et le taux marginal d'imposition. L'impôt sur le revenu, c'est un barème progressif. Donc, il y a différentes tranches d'impôts. Voilà, je pense que vous êtes tous dans les déclarations d'impôts, en tout cas ceux qui sont concernés. La deadline sur la moitié de la France, c'est le 8 juin. On a fait des webinaires justement spécifiques sur comment remplir ces déclarations d'impôts en tant qu'indépendant. Mais donc, vous avez donc ce qu'on appelle les taux moyens d'imposition et les tranches marginales d'imposition. La dernière tranche d'imposition, c'est 45%. Vous pouvez vous retrouver, si vous avez des revenus fonciers ou si vous avez, je ne sais pas, d'autres revenus d'activité où vous cumulez les statuts salariés, micro-entrepreneurs ou autres pour X raisons, à vous retrouver très fortement imposé en termes de tranche d'imposition. Et donc, chaque euro supplémentaire que vous allez toucher va être imposé à 45%. Et donc, si vous mettez de la micro-entreprise sans prélèvement libératoire, parce que vous ne pouvez pas en bénéficier, et généralement c'est le cas, parce que le revenu pour bénéficier, enfin les possibilités de bénéficier du prélèvement libératoire, ça sous-entend que vos revenus fiscaux de référence, donc des années 2020, 2021, 2023, devaient être inférieurs à 25 000 euros. Et donc, si vous êtes suppléé dans les tranches d'imposition, forcément, enfin des tranches d'imposition élevées, forcément vous êtes à 25 000 euros. Vous n'avez pas ce prélèvement libératoire et vous avez donc seulement l'abattement de 34%. Et vous vous retrouvez à être tout de suite très fortement imposé. Vous payez les 22% de cotisation, plus sur ces 34%, donc 66% restants, vous vous retrouvez à payer 45%. Donc, vous avez un taux d'imposition global aux alentours des 32-33% de votre chiffre d'affaires à l'impôt sur le revenu, ce qui est tout de suite très élevé. Donc, c'est là aussi également, on se pose des questions auxquelles la micro-entreprise n'est peut-être pas forcément plus adaptée, même si vous n'avez pas beaucoup de dépenses professionnelles. Alors, si vous cumulez beaucoup de dépenses professionnelles avec taux d'imposition élevé, c'est clair que ce n'est pas du tout le statut qu'il vous faut. Finalement, on en revient sur le sujet que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans d'autres statuts, notamment le statut de la société, tu as un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. Et donc, du coup, tu peux laisser de l'argent dans ton patrimoine professionnel en société et donc ne te verser que le salaire que tu as décidé de te verser. Là où en micro-entreprise, automatiquement, ton euro que tu vas toucher, ou tu avais pris l'exemple tout à l'heure de 100 000 euros, il va y avoir les abattements, mais forcément, c'est considéré comme étant de la rémunération à la fin. Oui, effectivement. Alors, j'explique, j'explique rapidement comment ça marche sur les statuts. Il y a un webinaire qui a été fait là-dessus pour expliquer. Ce n'est pas tout à fait la question du patrimoine personnel professionnel. C'est un enjeu d'un point de vue juridique, mais en fait, elle est plutôt liée à une option fiscale qui a été un peu mélangée, ce qu'on appelle l'IS et l'IR. Et comme maintenant, tout le monde peut bénéficier de ces options fiscales, mais j'en parle juste après, ça va entraîner beaucoup d'interrogations. Mais voilà, j'explique ça juste après. Pour répondre à ce point, parce qu'effectivement, c'est important et c'est là quand on fait les choix d'options au moment où on crée une société. Troisième point, je le mentionne rapidement, mais ce n'est pas forcément un cas de limite de la micro-entreprise, mais souvent les gens, c'est des fausses croyances. Ils disent en fait, non,
j'ai besoin d'être assujetti à la TVA, ou en tout cas de prendre l'option à la TVA. Et donc, la micro-entreprise, ce n'est pas adapté pour moi, parce que c'est un régime où je suis en exonération de TVA, ce qu'on appelle le régime de la franchise. Et donc, effectivement, le principe de base de la micro-entreprise, c'est d'être en franchise de TVA. Si vous dépassez les seuils des 35 000 euros, à peu près 36 37 000 euros, bah, vous avez l'obligation de facturer la TVA à vos clients. Mais quand vous êtes notamment sur, on va dire, une activité B2B, ou en tout cas vos clients sont des professionnels qui récupèrent la TVA. La TVA, c'est un jeu à somme nulle. Hein. Quand on est entre professionnels, vous la facturez à votre client, mais la TVA, le client la récupère de l'État. Et donc, cette TVA-là, quand on est en B2B, ça peut être très intéressant de se mettre au régime de la TVA dès le premier euro et pas attendre le dépassement de seuil. Pourquoi? Parce que certes, ça vous oblige à faire des déclarations de TVA, mais ça vous permet de récupérer la TVA sur toutes vos dépenses professionnelles. Quand bien même, vous ne pouvez pas les déduire de votre impôt sur le revenu ou de votre résultat de l'année. Pas le sujet, mais la TVA, en fait, la TVA est autonome des questions impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Donc, voilà, petit cas spécifique, mais qu'il faut avoir en tête aussi sur cette partie régime de TVA. On passe rapidement sur les formes sociales. Hein. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de faire un webinaire spécifique sur quel statut, mais pour répondre à la question justement de Charlie, globalement, quand vous voulez arrêter la micro-entreprise, je ne parle pas du portage salarial, je ne parle pas de ces sujets-là ou de quoi que ce soit, mais c'est de dire, OK, si vous voulez vous lancer après la micro-entreprise et que vous voulez opter pour un statut réel, donc c'est-à-dire un régime réel, c'est-à-dire de regarder uniquement le résultat de votre exercice, donc de votre année, il y a 3 statuts qui s'offrent à vous. Le statut automatique qui est l'entreprise individuelle, et ensuite les statuts sociétals qui sont ce qu'on appelle les EURL, SARL, URL c'est pareil, hein. EURL c'est une SARL à un seul associé, et SASU, SAS, une SASU c'est une SAS à un seul associé. Et donc c'est ces 3 régimes-là qui vont s'offrir à vous, avec aujourd'hui toutes ces options-là qui sont mises en dessous, qui sont possibles, et du coup qui rabat un peu l'écart de tout ce qu'on avait pu apprendre ces 20 dernières années sur les distinctions patrimoine personnel, professionnel, bref, ça change beaucoup. Mais globalement, il faut avoir en tête que notre recommandation chez Akazi, en tout cas ma recommandation depuis toujours, ça a été de dire à partir du moment où vous voulez basculer sur un régime réel, n'optez jamais, sauf si vous n'avez pas le choix, pour l'entreprise individuelle. C'est clairement pas du tout une bonne stratégie long terme, même moyen terme. Ça vous permet... Vous allez être bloqué. On voit beaucoup d'indépendants qui, en fait, à un moment donné, se disent « Ok, en fait, j'ai fait l'erreur de rester en entreprise individuelle et j'aurais dû me mettre en société. » Et ce basculement, une fois qu'il y a eu plusieurs années d'activité, fait que ça engendre des frais, ça permet de faire beaucoup moins d'optimisation, et donc vous êtes bloqué. Et donc, la recommandation, c'est si la micro-entreprise n'est plus adaptée, partez sur EURL ou SASU avec les différentes options qui sont indiquées en dessus. Et donc, juste pour ayez en tête que vous avez des options fiscales, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Impôt sur le revenu, ça veut dire on regarde le résultat réel de votre activité et on prend tout ce que vous avez fait sur une année, peu importe que vous ayez pris l'argent ou pas pris l'argent, et vous êtes imposable. C'est pour ça que ça répond à ta question, Charlie. Et si vous voulez par contre séparer la partie où vous allez toucher votre rémunération du cash que vous avez laissé dans la société, il faut prendre l'option impôt sur les sociétés et d'ailleurs pouvoir être capable de jouer entre de la rémunération, du salaire et des dividendes. Jonathan, pardon, je te coupe une petite Ouais. seconde puisqu'on a, entre guillemets, oublié. En tout cas, je vous mets dans le chat directement accessible le simulateur disponible sur le site d'Akazi. En gros, ce simulateur, il va vous permettre de vérifier si le statut de la micro-entreprise est toujours adapté à votre situation en fonction du chiffre d'affaires et des charges. Voilà, c'est juste pour refaire un Ouais. petit rappel sur tout à l'heure. Voilà. Ok, parfait, très bien. Et donc, sur ces questions-là, voilà, il y a eu des webinaires spécifiques, je vous invite à les regarder directement, mais la grosse distinction qui se pose entre EURL et SASU, globalement, hein, c'est ce qu'on appelle le régime social du dirigeant. Soit vous êtes au régime des indépendants, donc TNS, Sécurité sociale des indépendants, RSI, il y a plein de noms différents. Soit vous êtes ce qu'on appelle le régime des assimilés salariés, et globalement, c'est le montant des cotisations sociales qui diffère. La protection de base sécurité sociale est identique, mais vous allez avoir potentiellement moins de retraite et de prévoyance dans un régime que dans l'autre. Et donc, les cotisations sociales sont de 40-45% sur la rémunération quand on est au régime des indépendants, VS 90-100% quand on est président de SAS assimilé salarié. Voilà. Ayez juste ça en tête. Et après, retenez juste qu'il n'y a pas un cas spécifique qu'il faut absolument appliquer. Chaque cas est particulier et va dépendre de vos contraintes, vos besoins et votre situation personnelle. On en vient au point important qui est de dire, OK, à partir du moment où vous avez fait le choix de basculer la micro-entreprise,
c'est là où on en discutait aussi avec Charlie, où généralement, il y a plein de questions. Et ça part un peu dans tous les sens. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, il y a différentes modalités qui vous permettent de basculer d'un régime à un autre. Et comment on gère ces différents basculements et aussi cette période transitoire entre deux régimes. Pour faire simple, il y a 3 points à avoir en tête, qui est de dire, soit vous faites ce qu'on appelle une poursuite de votre activité, de la micro-entreprise, avec une poursuite des contrats en cours et tous les éléments. Et il faut passer par un système juridique qui s'appelle le mécanisme de l'apport de l'entreprise individuelle. Donc, on va le détailler après. Soit, effectivement, vous faites quelque chose de plus simple, vous fermez votre micro-entreprise et vous ouvrez une société. Ça peut être relativement plus simple. Et après, il y a toutes les questions autour. OK, si on est sur ces sujets-là, comment on gère le fait que on va d'un côté avoir une société, de l'autre une micro-entreprise, à quel moment exactement on la ferme, à quel moment on peut commencer à déduire des frais ou pas, et comment se gère ce système de décalage transitoire, comment se gèrent les systèmes de contrats en cours. Donc, Charlie pourra peut-être expliquer un peu notamment ce système quand vous passez avec Bigger et que vous avez les contrats avec des clients finaux, comment ça fonctionne, parce que potentiellement, qui dit changement de statut juridique, dit très souvent nouveau numéro de sirène, nouveau numéro donc d'identification professionnelle, et avec peut-être certaines difficultés parfois. Peut-être Charlie pourra expliquer cette partie-là, ou même tu peux peut-être l'expliquer là Ouais, bien sûr. rapidement Bien avant sûr. que je rentre dans le détail plus fiscal, juridique des montages. Ouais, alors bon, effectivement, donc nous, on travaille avec tous les types de structures, hein, que ce soit effectivement portage salarial, entreprise individuelle, micro, SASU, URL, enfin, on sait un petit peu tout faire avec vous. Et c'est vrai que quand vous changez de statut, un des avantages effectivement de travailler avec Bigger, c'est que, comme on a le contrat avec le client, ça n'impacte pas votre client, et finalement, c'est avec nous que vous allez, devoir modifier le contrat, et nous, on sait tout faire. Donc en fait, on va être capable de le faire. Après, il y a des contraintes effectivement, c'est ce que tu vas évoquer, je pense, juste après, en termes plutôt de fiscalité et autres. C'est que si vous êtes dans une mission très, très longue, et que vous avez une sorte de fonds de commerce, entre guillemets, qui est valorisable, c'est plus compliqué de le faire. Mais en tout cas, effectivement, administrativement parlant, nous, on sait complètement gérer cette bascule-là, et donc on peut même être d'ailleurs force de proposition et vous aider sur cette partie. Et du coup, c'est totalement transparent pour votre client, ce qui vous permet de changer de statut quand vous avez besoin. On va parler du premier cas, qui est effectivement la poursuite de l'activité et l'apport de l'entreprise. De quoi on parle? On parle de la poursuite de l'activité de l'entreprise individuelle en tant que telle, et donc des contrats en cours. Et derrière, de l'apport de l'activité, de ce qu'on appelle de la micro-entreprise, mais qui est sous régime de l'entreprise individuelle, à une société. Concrètement, comment ça fonctionne? Quand vous créez une société, vous pouvez apporter du cash pour créer une société, donc ce qu'on appelle le capital social, ou déposer de l'argent en banque. Vous avez aussi la possibilité d'apporter ce qu'on appelle des biens, donc une voiture, un ordinateur, un immeuble, ce que vous voulez. Et on considère qu'à partir du moment où vous avez développé une activité libérale, vous avez aussi, ça peut plus vous parler de la notion de fonds de commerce, vous avez la capacité d'apporter ce qu'on appelle ce fonds de commerce ou ce fonds libéral à une société. Et donc, on a un système qui va vous permettre d'apporter votre fonds libéral de la micro-entreprise à une certaine valorisation, et c'est une première complexité qu'il va y avoir, à une nouvelle société, une société nouvellement constituée, mais tout en gardant le même compte bancaire, les mêmes contrats. Vous allez changer effectivement de numéro de sirène, mais il va y avoir une poursuite de toute l'activité, de tout le chiffre d'affaires sur une nouvelle entité. Ça peut présenter un intérêt sur différents sujets, notamment pour avoir une valorisation à un instant T de votre patrimoine professionnel que vous avez pu constituer. Alors, ça nécessite que ça soit justifié, mais donc voilà, ça peut être un premier intérêt. Ça peut avoir un intérêt, ça vous fait ce qu'on appelle un capital social, ce qu'on appelle des capitaux propres dans une entreprise. Donc là, c'est un peu technique, mais pour des questions de financement ou autre, ça peut, on va dire, globalement impressionner les banquiers. Donc ça peut être intéressant de le faire sur différents sujets. Ou ça peut être quasi obligatoire de le faire, ou en tout cas pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle dans un risque fiscal, qui est ce qu'on appelle le risque de transfert d'actifs. Concrètement, quand vous avez une micro-entreprise et à côté une société, et que vous avez des clients historiques de longue date sur des missions, sur une même mission qui sont les mêmes, ou un portefeuille de clients, et ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes sur ces mêmes contrats de mission, et que potentiellement en plus vous êtes interchangeable, l'administration fiscale pourrait considérer que si demain vous fermez et vous ouvrez, en fait, il y a une perte d'un côté et un gain pour une autre activité. C'est deux personnes juridiques complètement distinctes.
Et l'administration fiscale pourrait considérer qu'il y a eu un transfert d'actifs qui n'a pas été soumis à l'imposition, et donc pourrait requalifier l'opération. C'est un risque qui est relativement limité, mais il faut l'avoir en tête. Notamment, voilà, c'est plutôt sur des contrats vraiment de très longue durée et où parfois s'il y a des sous-traitants et on considère que ce portefeuille de mission génère un actif particulier avec une rentabilité particulière. Si vous êtes sur des missions de courte durée, ou autre, etc., vous êtes moins concerné. L'intérêt principal, hein, c'est d'avoir une société avec un gros capital social qui peut être important. Le principal inconvénient de ce montage, il est clairement au niveau des frais. Pourquoi ? Parce que ça nécessite de faire ce qu'on appelle une constitution de société avec un traité d'apport, apporter ce qu'on appelle des biens à la société. Donc, on est sous un mécanisme juridique, ce qu'on appelle des apports en nature. Alors, il y a quelques exemptions, mais on ne va pas rentrer dedans. Et en gros, la nécessité, lorsque vous faites des apports en nature, il y a une profession qui doit intervenir, c'est des commissaires aux comptes sous une casquette de commissaires aux apports, qui doivent vérifier que la valorisation que vous avez donnée à votre activité n'est pas délirante, parce que ça engage derrière tous ceux qui vont contracter avec votre société, sur lequel vous allez avoir un certain nombre d'échanges, parce que le capital social, quand vous allez créer une société, est toujours indiqué. Et donc, c'est pour ça que généralement, les frais pour ce type de montage sont entre 3 et 5 000 euros. Voilà, donc, il faut l'avoir en tête. C'est pas neutre. Et donc, ça s'étudie en termes de pertinence, directement. J'avais 2 petites questions, Jonathan, pardon. On a des questions qui arrivent dans le chat, dans la partie questions. On va y répondre après, parce qu'elles ne sont pas forcément directement liées à ce que tu disais. Moi, j'avais une question sur, je suis indépendant, j'ai un site internet qui me permet d'avoir une visibilité. Est-ce que c'est quelque chose que je peux transférer dans mon actif? Et est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu? Tout ce qui est, par exemple, les logiciels ou les licences, parce que des fois, quand on est développeur, on a des outils qu'on utilise même chez certains clients qui coûtent cher. C'est des choses qui peuvent rentrer. Et donc, ça veut dire que je peux me rembourser de l'achat de ces logiciels entre mon entreprise et ma société ou pas? Non, alors on n'est pas sous ces mécanismes-là de ce qu'on appelle de remboursement ou autre que ce soit. Si par exemple, on a créé un site internet qui a une certaine valeur ou autre, en fait, ça va rentrer dans la constitution de l'actif, de ce qu'on appelle du fonds libéral ou du fonds de commerce par définition. Et donc, ce montant-là, c'est ça qui va être valorisé et qui va être potentiellement être apporté. Donc, il est apporté, ce qu'on appelle, il vient d'un point de vue purement juridique, comptable et fiscal, dans ce qu'on appelle les capitaux propres ou le capital social de l'entreprise, mais il ne vient pas comme des dépenses où on pourrait passer par ce qu'on appelle le mécanisme des comptes courants d'associés pour se rembourser les frais. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est justement les questions qui se posent pendant la période transitoire. Et donc, on va en parler dans le cas numéro 3 ou avec toutes ces licences, mais on n'est pas dans ce cadre-là. Là, on est vraiment dans un cadre où on a développé un fonds libéral important et on veut l'apporter en fonds de commerce dans le cadre d'un site internet à une société. Sur le point de fermeture-ouverture, ou ouverture-fermeture, grosse question. Premier point d'alerte que j'ai pas mentionné là, mais c'est important. Quand vous faites une ouverture-fermeture ou fermeture-ouverture, vous allez être contraint par la forme sociale choisie. Pourquoi ? Parce que si vous avez décidé de partir sur une EURL ou une SARL, du coup, c'est une société à responsabilité limitée ou unipersonnelle, vous êtes ce qu'on appelle au régime des indépendants. Je n'ai pas juste au-dessus, c'est les travailleurs non salariés, sécurité sociale des indépendants, RSI. Et vous allez être ce qu'on appelle à l'URSSAF des indépendants. La micro-entreprise étant un sous-régime de l'URSSAF des indépendants, donc de l'entreprise individuelle, vous ne pouvez pas cumuler aujourd'hui une micro-entreprise avec une EURL ou SARL. Ce n'est pas possible. L'URSSAF ne reconnaît pas, soit vous êtes dans un régime, soit vous êtes dans l'autre. Donc, vous ne pouvez pas avoir en même temps une SARL et une micro-entreprise. Donc, par définition, vous n'avez pas le choix si en fait le statut juridique le plus important, en tout cas qui est le plus recommandé à votre situation, c'est le URL ou la SARL. Dans ce cas-là, il n'y a pas de choix, c'est tout de suite une fermeture de la micro-entreprise et une fois qu'elle est fermée, on ouvre la SARL. Pas le choix de progresser dans cet ordre-là. Petite question que Charlie a mis et qu'on avait dans le chat tout à l'heure, c'est y a-t-il un risque à alterner portage salarial et micro-entreprise pour rester au-dessus des seuils? Ça veut dire que est-ce qu'on peut cumuler certains statuts, notamment le portage, avec la micro-entreprise? Ouais, il y a des grosses questions là-dessus. On peut être proche de l'abus de droit, hein, très clairement. Donc, ce qu'on appelle de l'abus de droit, abus de droit social. Ça a été, le dispositif législatif a été vachement renforcé pour l'URSSAF là-dessus, à ce sujet. Et donc, on est à la limite
de l'abus de droit sur l'optimisation des cotisations sociales. Généralement, en plus, parce que c'est le même client. Et donc, c'est juste qu'on lui fait 6 mois en portage, 6 mois en micro, 6 mois en portage, 6 mois en micro. Le principe de l'abus de droit, hein, qui est un principe de ce qu'on appelle l'abus de droit fiscal, c'est réaliser un montage dans un but unique qui est d'éluder soit de l'impôt, soit des cotisations sociales. Il y avait ce qu'on appelle un but exclusif. Maintenant, on est passé sur un but principalement. Donc, et c'est assez limite de jouer là-dessus. Les sociétés de portage diront non, par définition. Mais en pratique, oui, si ça arrive. Alors, on n'a pas eu de cas jugés jusqu'à la Cour de cassation ou autre que ce soit, où le comité d'abus de droit de la sécurité sociale, je regarde de temps en temps les avis qui tombent ou autres, etc. Ce pas des cas sur lesquels ils ont voulu se pencher parce qu'ils savent qu'en fait, il n'y a pas trop de débat. Mais en fait, on le sait, hein, à partir du moment où on fait un montage dans un unique but d'éluder soit de l'impôt, soit des cotisations sociales, et ben on tombe sous le coup de l'abus de droit. Et donc, vous dire la question, OK, pourquoi on change de forme sociale dans le régime micro-entreprise Mais tout l'intérêt de constituer une société, c'est de dire justement, OK, on est sur un autre projet, on veut passer sur un régime réel, on veut engager dans des dépenses, on veut se développer. Et donc, on est capable de justifier que le but n'est pas juste d'optimiser ou de réduire l'imposition du statut de la micro-entreprise, mais de partir sur un nouveau projet professionnel en termes de développement, plus de limitation ou autre que ce soit. Et puis, c'est plus stable, parce que là, l'idée, c'est pas de faire un va-et-vient entre deux. Ouais, clairement. Mais voilà, cas que- on voit quelques personnes qui font des comportements d'optimisation, notamment avec le chômage. Et donc là, on est abus de droit plus, voilà. Si ce n'est fraude directement. Donc sur la fermeture-ouverture, donc voilà, j'ai expliqué un EURL, SARL, on n'a pas le choix. On doit d'abord fermer et ensuite ouvrir. Pour quand on est en SASU, SAS, il y a la possibilité d'avoir donc les deux structures en même temps, donc une micro-entreprise et une SAS. Donc là, les principaux risques de dire, voilà, c'est quoi, de quoi on doit faire attention. Principalement, c'est ce que disait Charlie, hein, c'est à partir du moment où on ferme, on n'a plus de statut juridique, donc on n'a plus de numéro de sirène, et donc bien anticiper le fait que vous allez créer une nouvelle activité, soit vous l'avez créée avant, soit vous allez la créer après, et donc vous n'allez pas avoir de statut juridique. Donc voilà, bien vérifier avec qui vous travaillez. Est-ce que le client est capable de vous faire un contrat sans difficulté si vous avez toujours un client en cours ou c'est un nouveau client et c'est plus simple. Mais donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Fermer une micro-entreprise, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, fermeture, et en 2 clics, c'est fermé. Ce qu'on voit comme erreurs qui sont souvent réalisées, c'est que les gens ferment et oublient qu'ils ont eu des clients qui n'avaient pas forcément payé, ou alors ils devaient faire des cotisations sociales, enfin ils devaient faire la déclaration de chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel, et puis n'ont pas fermé au bon moment. Et donc nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de fermer la micro-entreprise à une date fixe, c'est-à-dire attendez d'avoir déclaré tout votre chiffre d'affaires sur une période, que vous êtes au mois ou au trimestre. Vérifiez bien d'avoir encaissé la totalité de vos clients de la mission concernée. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez fermé, c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et donc, vous ne pouvez plus généralement déclarer le chiffre d'affaires aux cotisations sociales. Et vous dites, non, mais j'ai du chiffre d'affaires qui va arriver et il arrive sur quel compte bancaire ? Parce que si vous avez eu un compte bancaire professionnel, et normalement, si vous avez posé ces questions-là, c'est que vous étiez dans l'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel. Et donc, vous dites, qu'est-ce que je fais du cash ? Où est-ce que je le mets ? Généralement, il arrive sur la société. On se dit, on ne sait pas trop comment le traiter parce qu'en fait, c'est une facture qui était liée à la micro-entreprise. Et donc, faire bien attention à ça. À partir du moment où vous êtes parti sur une fermeture et que ça a été accepté par l'URSSAF, c'est définitif. Et donc, vous êtes bloqué. Donc, faites bien attention d'encaisser tout le chiffre d'affaires lié à vos contrats de la micro-entreprise sur la micro-entreprise. Faites bien la déclaration URSSAF après la période correspondante. Donc, fermez après un trimestre, après un mois, si vous voulez le faire. Et donc, sur la question de si vous faites ça et ensuite créez votre URL SARL, si par contre, vous partez sur une SASU, vous avez la possibilité de lancer les 2 régimes en parallèle. Et donc là, c'est là où on en vient à gérer un peu la période transitoire. Et donc, d'assurer donc le basculement soit des contrats ou des nouveaux contrats directement. Et donc, souvent, là, les questions qui se posent à partir de ce moment-là, c'est comment ça fonctionne effectivement sur les frais qui ont pu être engagés, mais c'était des frais potentiellement liés à la micro-entreprise, d'autres liés à la société.
Là, ça va dépendre principalement de ce que vous allez faire sur la TVA, notamment. Si vous avez dépassé les seuils et que vous êtes assujetti à la TVA, si vous avez récupéré la TVA en micro-entreprise, parce que du coup, c'était des factures qui concernaient la micro-entreprise, vous ne pouvez pas les récupérer en société de l'autre côté. Donc, vous ne pouvez pas dire « Ah, mais c'était des frais qui étaient liés au cours de ma société, puisque vous les avez déjà fait, entre guillemets, pris en charge en micro-entreprise. » Donc, il faut bien faire attention à ce type de frais de facture et donc de bien gérer le basculement des dépenses professionnelles sur la société. Attention, conditions de forme. Quand vous avez une société, vous n'êtes plus en micro-entreprise, c'est votre nom propre. Donc, c'est Jonathan Cohen, Bruno Guy, Charles Gaillard. Quand vous allez facturer vos clientes, quand vous avez une société, vous allez avoir le nom de la dénomination sociale. Donc, c'est Bigger, c'est Freelance Tax, c'est Akazi. Et donc, du coup, sur les factures, ce n'est pas le même nom. Je dis parce que du coup, en cas de contrôle, l'administration fiscale peut rejeter toutes vos factures. Donc, faites bien attention de ce basculement-là et d'avoir des nouvelles factures au nom de votre société. Donc ça, c'est hyper important à avoir en tête et de bien gérer que les dépenses soient bien liées à vos contrats, liées à votre nouvelle société et pas à la micro-entreprise. C'est là où parfois il y a un peu de décalage. Point important, parce que pareil, c'est toujours sur la notion d'abus de droit. On a des gens qui disent « Ouais, mais c'est pas mal la micro-entreprise, ça me permet effectivement de ne pas payer trop de cotisations sociales d'un côté. Je ne me verse pas trop à côté en SAS. Et en fait, j'ai un même client où j'ai des activités identiques et je facture de façon un peu séparée les deux activités. Voire avec ma micro-entreprise, je facture ma propre société de SAS pour me dégager du cash et de moins payer de cotisations sociales. » Là, voilà, abus de droit, fraude, il n'y a pas de débat. Là, pour le coup, il y a eu pas mal de jugements là-dessus. Donc, faites attention, ce type de sujet. C'est pas, voilà, c'est clairement condamnable. Donc, ne vous entêtez pas à partir sur le même sujet. Si vous avez deux activités complètement distinctes et différentes et que vous pouvez cumuler, ça peut se justifier. Ce n'est pas les mêmes clients, ce n'est pas du tout les mêmes activités. Et vous avez donc une micro-entreprise d'un côté et une SASU de l'autre. Je rappelle, vous ne pouvez pas avoir cette situation-là avec une URL. Ça peut être possible. Plus compliqué quand on est consultant, parce que, alors, sauf si vous avez une activité qui n'a strictement rien à voir, parce qu'en théorie, les activités sont quand même très similaires, et donc vous ne pouvez pas cumuler ces deux statuts-là. Peut-être, Jonathan, parce qu'on a une question qui peut être liée d'une certaine façon à ce qu'on vient de dire. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, tu sais, sur les seuils de la micro-entreprise, comment on fait quand on mixe prestation de services et finalement négoce? Du coup, quel est le seuil qui s'applique dans ce cas-là? En théorie, il faut isoler les activités, les prestations pour avoir un double niveau de seuil de multi-activité et donc avoir un seuil de négoce 180 000 et un seuil de prestataire de services. Un peu complexe toujours à suivre ces parties-là. C'est le cas parfois dans le bâtiment où on fait des activités de prestation de services, des activités de vente de marchandises, enfin de conseil en agencement plutôt, parce que en fait, en théorie, bâtiment, micro-entreprise, toujours un peu sensible. Mais donc voilà, on a un double plafond à gérer qui est pas forcément évident. Ok. Parfait. Alors, on va arriver au dernier quart d'heure qui va nous permettre aussi de répondre au reste des questions qu'on n'a pas déjà abordées. On souhaitait savoir aussi si potentiellement, si vous aviez besoin d'un accompagnement personnalisé sur le sujet. Il n'y a pas d'engagement particulier, c'est vraiment plus pour savoir si vous avez des questions complémentaires auxquelles soit Charlie, soit Bigger, soit surtout Akazi peut répondre et vous aider sur ces sujets-là. Je vais y répondre. Moi, je vous prends aussi mon exemple personnel. Je suis passé avec Akazi à la fois de mon entreprise en auto-entreprise à l'EURL. Et c'est vrai que je vous conseille vraiment fortement d'avoir quelqu'un qui peut vous renseigner parce que le changement, au-delà de la facilité en fonction de votre niveau de maturité sur le sujet, moi j'ai déjà fait des études comptables, donc c'était des choses sur lesquelles je me sentais plutôt à l'aise. En fait, il y a pas mal de trous dans la raquette que je peux avoir ratés au moment de la bascule, notamment en termes de date ou de ses accès sur ses comptes URSSAF, ou effectivement du CA qui n'a pas été facturé ou qui était facturé mais que j'ai pas encore encaissé, est-ce que je le déclare ou pas? Enfin, il y a vraiment beaucoup de questions qui peuvent avoir un impact en fait quand vous le faites, et je vous conseille vraiment, si vous êtes dans ce sujet-là, de vous faire accompagner. Je sais pas quels sont les résultats, Charlie, si tu veux peut-être les commenter. Ah bah de toute façon, On les voit, il y a pas mal de personnes effectivement. qui nécessitent un accompagnement, et je pense que voilà, c'est légitime de se faire accompagner là-dessus, quoi. En tout cas, moi, je me permets de le dire parce que j'ai aussi eu ces questions. J'ai été freelance de changement de statut et autres. Et c'est vrai que
souvent, on pense savoir ou trouver les réponses sur internet, mais comme l'a dit Jonathan, chaque cas est unique C'est ça. et c'est vrai que des fois, on passe à côté potentiellement même d'optimisations qui, sont bien plus importantes que le coût de l'accompagnement potentiel et donc ça peut être un bon investissement, puisque l'objectif, c'est pas de changer de statut tous les jours, heureusement, de pouvoir en tout cas se poser les bonnes questions avec quelqu'un dont c'est le métier, c'est sûr. Et notamment pour faire le pivot aussi rapidement, en fait. C'est-à-dire à un moment donné où on se dit, bah, en fait, je le fais parce qu'il y a une raison. On a souvent envie que ça soit fait le lendemain parce qu'en fait, on Bien part sûr. sur d'autres sujets, on part dans son quotidien d'indé et qui ne s'arrête pas, en fait, alors qu'il y a un arrêt quand même en fonction du choix du statut. Donc, le faire avec quelqu'un, c'est toujours, je pense, important. J'ai passé la slide, mais si à un moment donné vous êtes intéressé pour travailler, pour passer sur la solution d'Akazi, vous aurez aussi une remise qui vous sera proposée et qui est aussi accessible directement depuis votre compte Bigger. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un petit plus. On va revenir dans l'ordre sur les questions qui sont posées. Je vais les mettre à l'écran. Donc on avait Titouan tout à l'heure qui posait une question sur peut-on alterner les années de dépassement et de non-dépassement indéfiniment, c'est-à-dire jouer comme ça sur les seuils jusqu'à la fin. Et est-ce qu'il y a un plafond maximum où en fait, imaginons, je sais pas, il y a une année où je fais 1 million. Allez, on est un peu comme sur LinkedIn, celui qui fait 1 million. Si je fais 1 million, est-ce que je dois automatiquement passer l'année d'après ou je peux rester à mes 22% de cotisation? Non, il n'y a pas de plafond max. Après, clairement, j'en reviens à l'impôt sur le revenu, hein. Si vous Ouais, faites c'est 1 ça. million de chiffre d'affaires Bon courage. complètement dépliant, ouais, ouais, c'est à vous faire massacrer en termes d'impôt sur le revenu. Et en fait, à chaque fois, est à la limite des 80 000 et d'alterner. Donc, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, en dessous. En vrai, en théorie, c'est pas du tout intéressant d'un point de vue fiscal. En fait, nous, on fait les simulations où on explique le montage, coût de l'accompagnement compris ou autre quoi que ce soit, qu'avec ce système-là, les gens perdent 3, 4, 5 000, 5, 7 000, voire même 10 000 euros tous les ans en payant en plus des cotisations sociales et de l'impôt. Donc après, effectivement, c'est le statut le plus simple. Est-ce que la simplicité, ça se perd, enfin, ça vaut C'est 5-6 ça. 000 euros par an, bah, c'est à vous de juger. Si pour vous, vous dites pas de problème, je suis prêt à payer en plus 5-6 000 euros d'impôts euh, parce que je veux vraiment pas me prendre la tête, c'est un choix personnel qui ne me regarde pas. Mais voilà, pas de souci. Normalement, quand vous êtes à ce niveau-là, le statut de la micro-entreprise n'est plus adapté. Et notamment parce qu'il y a des questions d'investissement potentiellement après derrière qu'on peut avoir envie de faire aussi en passant en société, non? Je pense qu'à Oui. partir d'un certain niveau de chiffre Ouais, d'affaires, Et inévitablement, on abandonne le statut de l'auto-entreprise, je pense. et même mais en théorie, quand on est ouais, consultant, enfin voilà, acheter son ordinateur, portable, ouais, heu, ouais, prendre en charge sa ligne téléphonique, inviter des clients au restaurant, bah, tout ouais, ça, ouais, c'est vrai qu'on peut pas, ouais, défalquer, bien sûr, de bien de sûr. la micro, donc c'est sûr que C'est ça. Et au-delà du fait que, après, il peut y avoir des problématiques sur la question des emprunts aussi également, sur la banque, C'est sur ça, le exactement. enfin, il y a plein de choses qui peuvent se poser, quoi. Ou en fonction de votre banque, micro-entreprise, déjà, freelance indépendant, ils ont du mal. En micro-entreprise, parfois, ils sont encore plus frileux, quoi. Donc, Exactement. il y a Parce plein de qu'on n'a pas de, stratégies. faut rappeler effectivement qu'on n'a pas de bilan ni de compte de Il n'y résultat a pas en de bilan, il n'y a pas auto-entreprise. de compte de résultat, il y a pas de bulletin de paye le cas échéant, C'est quand ça. vous êtes en URL, enfin en SAS, pardon. Voilà, ouais. Question par rapport à la retraite, du coup, qui est liée. Est-ce que le statut de la micro-entreprise pose un problème au niveau des cotisations pour la retraite? Un problème, ça dépend de vous, hein, mais Ouais, ça dépend ce effectivement, qu'on veut dire par problème, mais est-ce qu'on cotise moins? Est-ce qu'on aura ouais, moins ouais, bah, d'avantages? clairement, oui, c'était un des gros débats qui a été un peu passé sous le tapis pendant la réforme des retraites, hein. C'est la retraite des micro-entrepreneurs, où le régime des indépendants fait que les cotisations, enfin, la pension retraite va être moins élevée. C'est ce qui fait que les cotisations sociales sont de 40-45% pour les indépendants, VS 80, entre 80 et 100 pour les salariés, président de SAS plus proche des 100. Des 100% de cotisation sur la rémunération nette. En micro-entreprise, le montant est faible dans les 22% qui concernent la partie retraite. Et donc, les simulations de pension pour les micro-entrepreneurs, euh, clairement, si vous vous amusez à rester dans ce statut-là, là, pour le coup, je parle de vous amuser, hein, vous restez sous les plafonds 70, 80, 70, 80, 70, bon, ok. Faites en sorte de capitaliser. Donc, prenez des placements à côté, prenez de l'assurance vie, prenez des comptes à retraite, mettez de l'immobilier. Enfin, faites des choses parce que clairement, votre retraite,
sera globalement très faible Et par Jonathan, rapport à une situation dans un salarié ou au régime des indépendants classique, quoi. alors par rapport au président de l'ESS, c'est très clair puisqu'il est salarié, donc il ou elle, hein, bien sûr, et donc il a un taux de cotisation qui est beaucoup, beaucoup plus important. Par rapport Ouais, aux travailleurs non salariés, donc aux gérants de ouais, URL, la ouais. comparaison, elle se fait comment? Bah, en fait, elle est liée au chiffre d'affaires. Et donc, s'il y a des variations de chiffre d'affaires qui peuvent être liées sur des trimestres ou pas, s'il y a un contrat régulier, ça peut se rapprocher du régime des indépendants. Mais souvent, il y a des intercontrats. Et pendant 2-3 mois, en fait, il n'y a pas eu de cotisation. Donc, la retraite peut dire bah, il n'y a pas eu de trimestre de validé parce que je n'ai pas eu le trimestre suffisant. Ou alors, je prends en base ce montant-là plus faible par rapport à l'autre qui, de toute façon, est capé. Donc, voilà, j'ai pas le ratio en tête spécifique. Mais en fait, tout le monde le sait, hein, dans les débats parlementaires, il y avait un truc. Il y a un sujet sur la retraite des micro-entrepreneurs qui n'a jamais été réglé. Voilà. Et d'autant plus que faire des contrats Madelin ou des contrats PER Madelin qui sont déductibles du résultat fiscal ou autre, donc ça, c'est des sources d'optimisation. Quand on est au régime réel, donc en EURL, on peut absolument pas le faire en micro-entreprise. Et Oui, donc c'est c'est ça. un sujet. Ouais. Donc on peut pas vraiment compléter, facilement. Une question de Monica. Quels sont les frais comptables moyens par an pour une EURL ou une SASU, en tout cas pour une société, c'est-à-dire tous les statuts qui ne sont pas de l'auto-entreprise, pour la Ouais. déclaration de TVA, les bilans comptables, l'AG. Je pense que c'est sous-jacent aussi à potentiellement le service qu'Acasi Ouais. propose. Est-ce que Ouais. tu as des infos, Jonathan? Ouais, j'ai forcément des Ouais. infos. Ça va dépendre de l'expert comptable. Expert comptable en ligne, expert comptable plus traditionnel, expert comptable spécialisé ou autre quoi que ce soit. Généralement, les honoraires d'expert comptable vont entre, on va dire, 150 et 300 euros par mois, tout compris. Qu'on soit en URL SASU avec le bulletin de paye, l'AG, les déclarations, tous les éléments. Chez Acasi, on a une offre qui est préférentielle, qui est à 99 euros par mois, tout compris. Et on est capable de proposer ce tarif-là sans avoir un service low cost, mais parce qu'on fait que des freelances indépendants. Donc, on a 2000 utilisateurs qui sont que principalement en URL SASU. Donc, on a construit notre propre logiciel pour être capable d'automatiser tout le process, le métier d'expert comptable. Mais donc, c'est à peu près ce que ça coûte. Voilà, donc à peu près 100 euros chez Acasi, un peu plus du double chez un expert comptable traditionnel. Et après, voilà, ça dépend chez les experts comptables plus traditionnels du niveau d'implication que vous pouvez avoir ou autre que ce soit. Chez Acasi, globalement, c'est pas juste une interface logicielle, hein, vous êtes toujours suivi par ce qu'on appelle un coach comptable et financier qui va vous accompagner et vous êtes capable de vous poser toutes les questions, enfin répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Mais effectivement, vous ne pouvez pas venir prendre un café dans les bureaux. Et donc, à vous d'estimer le coût du café que vous voulez prendre dans les bureaux. Petite Après, question que je me posais. Pardon, Charlie, je t'en prie. non, oui, ce que je veux dire, ce qui est important, parce qu'il y a plusieurs solutions qui existent quand même en ligne maintenant, c'est que vous êtes quand même vraiment membre de l'ordre. C'est-à-dire que, enfin, toi, Jonathan, tu es expert comptable. Ouais, C'est pas le cas de toutes les solutions, donc je me permets quand même de le souligner parce que bah, Complètement. c'est quand même aussi un gage de sérieux et c'est important à certains moments quand même voilà, d'avoir un vrai expert comptable officiel voilà, qui est reconnu. Et donc, je me permets de mentionner ça parce qu'effectivement, il y a d'autres solutions hein, qui sont plutôt des solutions du coup technologiques mais où le niveau de conseil n'est nécessairement pas le même, quoi. ouais, bien sûr. Bon. Ouais. Et je rebondis là-dessus, mais est-ce que parce que du coup, en micro-entreprise, j'ai pas forcément, si je me trompe, alors je sais pas, peut-être que je me trompe pas, mais ça pourrait être une question, j'ai pas forcément d'obligation de la tenue de la comptabilité, alors qu'en EURL ou en SASU, je dois avoir des obligations, qui fait Oui, que avec Acasi, c'est vous qui certifiez les comptes, donc ça veut oui, dire que le risque est porté par Acasi à un moment donné s'il y a un problème dans la data, alors que si je le fais par moi-même, même en étant en société, parce que parfois je peux le faire peut-être, c'est ma responsabilité qui est engagée, c'est ça? ouais, bien sûr. On est en tant qu'expert comptable, on a des assurances et qui nous obligent mécaniquement à mettre des contrôles spécifiques, qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Le client ne peut pas faire n'importe quoi aussi parce que derrière, on certifie les comptes, on établit des attestations de non-rémunération, des attestations de chiffre d'affaires, bref, toutes les attestations qui vous permettent je sais pas, d'avoir des emprunts ou d'avoir je sais pas, des locations d'appartements ou autre. Bref, on nous demande d'attester beaucoup de choses en tant qu'expert comptable. On peut le faire parce qu'on est membre de l'ordre. Et donc, effectivement, oui, ma recommandation, mais qui est plus générale, qui est de dire soit c'est votre cœur de métier, et dans ce cas-là, c'est pertinent de le faire, mais tout ce que vous pouvez externaliser et faire confiance à des professionnels, en fait, faites-le. Ça vous fait gagner du temps sur votre cœur de métier.
C'est la mission première, en tout cas d'Akazi, de dire, OK, déchargez-vous de tout ce stress et ce côté anxiogène administratif fiscal. Choisissez ce qui vous convient le mieux, un expert comptable en ligne digitalisée, ou si vous avez besoin d'aller chez un expert comptable traditionnel pour vous asseoir, allez-y. Mais en tout cas, la recommandation, c'est passer plutôt par un membre de l'ordre professionnel, pas par des solutions où vous êtes tout seul, parce que vous avez le coût de la responsabilité de faire tout seul les choses. Voilà. C'est ça, en fait. Je ne suis pas un expert en plomberie. Quand j'ai un problème, généralement, j'essaie de prendre un plombier artisan qui vient m'aider, plutôt que de regarder des vidéos YouTube ou de m'enfiler tous les blogs pour savoir comment on répare un lave-vaisselle. C'est ça. Ou alors, vous prenez vraiment le risque d'avoir de l'eau qui sort du tuyau au mauvais moment. C'est ça. Ouais. On arrive à la fin de ce webinaire-là. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Alors oui, effectivement, merci. Je la mets à l'écran tout de suite. Est-ce que les frais comptables sont déductibles du bénéfice? J'ai un peu bugué. Les frais comptables sont déductibles du bénéfice réalisé par une EURL ou une SASU? Oui, bien sûr. À partir du moment où vous êtes ce qu'on appelle en frais réels, et donc en EURL SASU, vous êtes de base en frais réels, tous les frais professionnels sont déductibles. A fortiori, les frais d'un cabinet comptable sont déductibles de votre chiffre d'affaires, du résultat. Et donc, effectivement, comme tous les autres frais, toutes les dépenses professionnelles. Voilà. Et Rebecca qui nous pose la question, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que le choix de la date pour la création de changement de statut est important? Préférence le 1er janvier? Ouais, oui, il peut y avoir un impact. Ça dépend notamment de ces situations personnelles, où vous en êtes dans le régime de la micro-entreprise. Est-ce que vous avez beaucoup encaissé en micro-entreprise ou pas? On voit qu'on a fait là dès maintenant. Je sais que par exemple, on est déjà en train de faire des changements de statut, en l'occurrence des créations de SAS. Pourquoi? Parce que les personnes ont beaucoup facturé sur les 5 premiers mois en micro-entreprise et donc ont suffisamment de cash pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, si elles continuent sur ce régime micro, elles vont encore plus augmenter le chiffre d'affaires, donc encore plus être imposées fiscalement à l'impôt sur le revenu. Alors que quand elles basculent en SAS à l'IS, elles stockent le chiffre d'affaires, elles paieront de l'impôt sur les sociétés seulement en 2024, voire 2025, avec une distribution de dividendes qui arrive tardivement. Donc oui, la date est importante, mais dépend clairement de chaque personne. Il n'y a pas de règle à se dire. Enfin, le fait de changer au 1er janvier, ce n'est pas forcément recommandé. Voilà. Oui, c'est plus finalement le niveau d'activité qu'on a eu. Le niveau d'activité et les projections sur les prochains mois. Eh ben, merci Jonathan d'être venu nous expliquer tout ça. Merci Charlie, bien évidemment également. Si on a des questions ou envie de suivre en replay les prochains événements, n'hésitez pas à suivre Bigger sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également suivre Akazi, que vous retrouvez très facilement sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire ou nous envoyer un mail à webinar@bigger.com si vous avez des questions complémentaires, des besoins, des sujets que vous souhaiteriez aborder à l'avenir. L'idée, c'est encore une fois, et Charlie le répète souvent, et je vais peut-être le dire à sa place ce coup-ci, mais c'est plus l'idée de vous proposer des contenus de qualité et de vous mettre en avant aussi des services de qualité. C'est pour ça qu'on passe du temps ensemble, que parfois on répète plusieurs fois les mêmes choses, mais pour que vraiment ça puisse vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours. On est toujours preneurs pour s'améliorer. Et voilà. Et juste peut-être pour conclure aussi, n'hésitez pas, je le redis, mais c'est vrai qu'il y a un webinaire spécial sur tous les statuts. Donc, si votre décision est prise, en tout cas, si vous voyez les limites maintenant de la micro-entreprise et que vous posez la question de quel serait le statut pour vous, parce qu'effectivement, entre URL, SAS, on a commencé à en parler avec Jonathan, mais c'est vrai qu'il y a encore plein de subtilités. Ça peut vous faire un complément d'information intéressant et puis faites-vous accompagner, effectivement, on l'a dit, sur ces questions qui sont importantes et hyper structurantes pour votre activité parce que voilà, c'est important pour la suite. Exactement. Et merci Jonathan, merci Charlie. Merci à vous. De rien, avec plaisir. Ouais. On se voit bientôt. Merci. Ouais, merci tout le monde. Merci, au revoir.